Le jour de Thanksgiving, j'ai aperçu l'album familial, toutes les photos de moi enlevées. Je m'appelle Jack, j'ai 27 ans. Si vous demandiez à la plupart des gens qui me connaissaient pendant mon enfance, ils vous diraient probablement que j'étais celui qui avait de la chance. Élève modèle, j'ai obtenu une bourse complète pour l'université, décroché un emploi solide dans le secteur technologique après ma diplomation, et ce qu'ils appréciaient sans doute le plus, c'était que j'étais le seul dans la famille à avoir vraiment réussi. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que cette chance avait un prix, et ce prix était souvent mon silence. Je suis resté silencieux lorsque ma sœur Carly a été libérée sous caution pour sa 3e arrestation pour conduite en état d'ivresse grâce à mon fonds d'urgence. Je suis resté silencieux lorsque mes parents ont emprunté l'argent que j'avais économisé pour ma remise de diplôme afin de réparer leur toit, puis ont oublié de me rembourser. Et surtout, je suis resté silencieux lorsque je suis devenu le guichet automatique de la famille, déguisé en enfant responsable, celui qui pouvait supporter un peu plus de pression. Pendant des années, cette dynamique a existé. J'étais celui qui réparait les choses, celui qui aidait, le fils qui apportait des sacs de courses sans qu'on lui demande, celui qui payait des factures médicales sans poser de questions, ou envoyait de l'argent à cause d'une nouvelle panne de voiture. Et chaque fois que je remettais en question cette situation, on me répondait avec culpabilité, « Tu es mieux loti, Jack. Tu sais que ta sœur a eu une vie difficile. Tu ne voudrais pas qu'on souffre, n'est-ce pas ?» Le jour de Thanksgiving était toujours ce moment où je me persuadais que tout allait bien, que c'était acceptable de faire semblant. Je prenais l'avion, jouais le rôle du bon fils, regardais ma mère pleurer sur une dinde trop cuite, et souriais pendant que mon père répétait les mêmes blagues, comme « Quand vas-tu te poser ?» Avant, je pensais que ça en valait la peine. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce Thanksgiving, quelque chose m'a frappé dès que je suis entré. Il n'y avait pas de « Jack, tu es là », ni d'étreinte chaleureuse de ma mère, seulement un beau « Salut », alors qu'elle essuyait ses mains avec un torchon. Carly m'a jeté un regard rapide, sans même lever les yeux de son téléphone. J'ai mis cela sur le compte du stress. Ils agissaient toujours bizarrement quand l'argent manquait. Je suis allé déposer la bouteille que j'avais apportée dans la cuisine. C'est alors que j'ai remarqué l'album familial posé sur la table basse. Cet album n'avait pas fait surface depuis des années. La dernière fois que je l'avais vu, il était caché dans une boîte au grenier, rempli de ces photos gênantes de notre enfance, moi en salopette, Carly sans ses 2 dents de devant, nos parents ayant l'air 20 ans plus jeunes lors de Noël. C'était un incontournable pendant les fêtes, alors j'ai été surpris de le voir à nouveau. Peut-être que quelqu'un avait envie de nostalgie. Je l'ai pris en silence, pendant que tout le monde discutait et changeait de chaîne entre les matchs de football, et j'ai commencé à tourner les pages. Les premières pages étaient normales, des photos de bébés, des anniversaires, quelques photos floues de vacances. Mais plus je tournais les pages, plus je remarquais quelque chose d'étrange. Chaque photo où j'apparaissais avait été déchirée. Pas seulement découpée, mais arrachée de manière négligée, comme si quelqu'un avait pris un moment pour me regarder dans l'image et décidé que je n'avais pas ma place. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un accident, que des pages étaient collées entre elles ou que l'humidité les avait abîmées. Mais non, le visage de Carly était intact. Elle était là, souriante sur chaque photo, riant et au centre de l'attention. J'ai tourné page après page, et à chaque fois que mon visage apparaissait, il avait été déchiré. Ma remise de diplôme du lycée, où mes parents et Carly souriaient devant une banderole. C'était moi qui avais payé pour cela. Noël, où j'avais acheté des cadeaux pour tout le monde, bien que je vivais avec des nouilles instantanées, ma pile de cadeaux avait disparu, et c'était Carly qui ouvrait tous les cadeaux. Mon cœur battait fort, mon visage était en feu. J'ai été frappé en plein cœur en voyant la destruction de 27 années de preuves que j'avais existé dans cette famille, et personne n'a rien dit. J'ai soigneusement refermé l'album et l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé. Je n'ai rien dit. Le dîner de ce soir-là a suivi le même schéma passif-agressif habituel. Ma mère a critiqué les petits pains du supermarché que j'avais apportés, bien qu'elle m'ait demandé de les acheter. Carly a encore râlé sur son travail et a suggéré que son loyer avait augmenté. Mon père a fait une remarque sur les jeunes d'aujourd'hui, gaspillant leur argent dans des toasts à l'avocat, ce qui était hilarant, étant donné que j'avais payé sa dette de carte de crédit le printemps dernier. Pendant ce temps, je souriais, je hochais la tête, je riais à leurs blagues, mais à l'intérieur, quelque chose avait craqué. Quelque chose s'était enfin brisé. Après le dessert, pendant que ma mère s'occupait des plats et que Carly scrollait sur TikTok comme une ado, j'ai discrètement sorti l'enveloppe que j'avais apportée. Elle était simple, blanche, sans étiquette. Je l'ai posée sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Carly, la regardant comme si elle allait exploser. « Ce n'est pas pour ici », répondis-je calmement. « Ouvre-le plus tard. » Évidemment, cela signifiait qu'elle l'a ouverte immédiatement. Elle a retiré la lettre et a commencé à lire. Au début, son expression était confuse, puis elle s'est transformée en colère. Elle l'a tendue à ma mère,
qu'il a lu avec des mains tremblantes. Je l'ai observé lire, ses yeux parcourant la page, sa bouche s'ouvrant légèrement, elle s'est saisie de sa poitrine comme si elle avait reçu un coup. Puis elle a commencé à pleurer, pas juste un petit reniflement, mais des sanglots, ces pleurs qu'on a quand on se rend compte que quelque chose n'est pas juste cassé, mais complètement brisé. Mon père, qui était en train de se servir un verre, s'est figé. Il a pris la lettre de ma mère et l'a lue lentement, ligne après ligne. Ses mains se sont mises à trembler, ses lèvres se sont serrées en une ligne fine, mais il n'a rien dit. Personne n'a dit un mot, et c'est là que je les ai laissés. La lettre, écrite quelques jours avant, était courte, mais elle portait tout le poids des années. Je l'avais relue 100 fois, réécrite, supprimée, et remise en question, mais au final, elle disait exactement ce qu'il fallait dire. Je leur ai dit que j'en avais assez, que j'avais assez été le filet de sécurité, le bouc émissaire, celui qui faisait semblant que cette famille était fondée sur l'amour, et non sur la manipulation. Je leur ai rappelé chaque fois qu'ils m'avaient pris quelque chose, émotionnellement, financièrement, mentalement, et qu'ils ne m'avaient jamais rien rendu, sauf des attentes et des reproches. Je leur ai dit que j'avais vu l'album, que j'avais vu ce qu'ils avaient fait, et que c'était la dernière insulte que j'accepterais. Je leur ai expliqué que je ne couvrirais plus le loyer de Carly, que je n'aiderais plus avec les factures médicales de papa, ni les réparations de la voiture de maman. Je leur ai dit que la prochaine fois que quelqu'un atteindrait le fond, ils devraient se débrouiller sans moi. Et enfin, je leur ai dit que je ne reviendrais pas pour Noël, ni pour les anniversaires, ni pour quoi que ce soit. Lorsque la pièce s'est remplie de silence, j'ai pris mon manteau, je leur ai jeté un dernier regard, et je suis sorti par la porte. Mais ce n'est même pas la partie la plus folle, car ce qui s'est passé ensuite, eh bien, disons simplement qu'ils n'ont pas pris la chose calmement. Quand je suis arrivé à ma voiture, le soleil était déjà couché, laissant le quartier baigné d'une étrange lumière grise. Tout semblait froid, même les maisons décorées de lumière de Noël semblaient vibrer d'une chaleur artificielle qui ne m'effleurait même pas. Je suis resté un moment dans le siège du conducteur, moteur éteint, mes doigts agrippant fermement le volant. Mon cœur battait tellement fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, des hurlements, des reproches, peut-être ma mère courant jusqu'à l'allée, le mascara coulant sur ses joues, me suppliant de ne pas faire ça à la famille. Mais au lieu de ça, rien. Pas un mot ne m'a suivi, juste un silence qui a presque rendu les choses pires. C'était un silence qui ne signifiait pas de l'étonnement, mais de la réflexion, de la réplique calculée. Et je connaissais assez bien ma famille pour savoir qu'ils ne laisseraient pas ça passer sans réagir. J'ai roulé jusqu'à mon Airbnb à l'autre bout de la ville, un petit appartement d'une chambre avec des planchers qui grincent et un chauffage qui ronronne comme une tondeuse à gazon. C'était moche, mais c'était le mien. J'ai posé mon sac et me suis assis sur le lit, fixant mon téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. J'ai attendu 1 heure, toujours rien. Le lendemain, ça a commencé. Au début, c'était subtil. Je me suis réveillé avec un post flou de Carly sur Facebook, certaines personnes montrent vraiment leur vrai visage quand l'argent n'est plus en jeu, suivi de la fameuse citation inspirante qui lui donnait l'air d'être la partie lésée. La famille est censée être ton refuge, pas ton champ de bataille. C'était du Carly pur jus, passif-agressif, juste assez public pour provoquer de la sympathie, mais pas assez précis pour qu'on puisse les confronter. Puis, ma mère a rejoint la danse. Son post était plus dramatique, une photo en noir et blanc d'elle et de Carly quand elle était bébé, avec la légende peu importe ce qui arrive, je serai toujours fier de ma fille. La loyauté compte plus que l'argent. Je n'ai pas répondu, je n'ai même pas réagi. Je savais qu'ils espéraient que je mordrais à l'hameçon, que je viendrais me défendre ou essayer d'expliquer les choses. Mais ce n'était pas une conversation. C'était un art de la performance. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était ce qui est venu après, les appels à mes amis. Un peu de contexte, au lycée, j'avais un cercle d'amis très soudés, composé de Ben, Marcus et Léla. On est resté en contact au fil des ans, on se voyait quand j'étais en ville, on avait des discussions de groupe et des soirées jeux sur Zoom de temps en temps. Ils savaient que ma famille était compliquée, mais je ne leur avais jamais vraiment déballé tout ça. Je n'avais jamais voulu en parler trop, parce que ça rendait les choses réelles d'une manière que je n'étais pas prêt à accepter. Apparemment, ma mère ne ressentait pas la même hésitation. Marcus m'a texté en premier, et mec, question étrange, il s'est passé quelque chose avec ta famille. Ta mère m'a appelé, elle dit qu'elle est inquiète pour toi. Ensuite, Ben m'a envoyé un message, yo, j'ai eu un message vocal de ta mère, quelque chose à propos de toi sous pression et ayant besoin de gens autour de toi, tout va bien? Même Léla, qui n'avait pas parlé à ma mère depuis des années, m'a envoyé un message, ta mère a trouvé mon numéro dans un ancien annuaire universitaire, elle m'a dit que tu éloignais tout le monde et m'a demandé de te contacter. Qu'est-ce qui se passe? C'était surréaliste. Ils essayaient de monter une intervention, après que je les ai coupés. Le pire, c'était que j'ai failli y croire.
Une petite voix dans ma tête a commencé à murmurer, peut-être que tu as trop réagi, peut-être qu'ils sont juste blessés, peut-être que tout ça n'est qu'un malentendu. Mais ensuite, je me suis souvenu des photos, de la façon dont ils n'avaient même pas bronché quand j'avais vu l'album, de la façon dont mon existence avait été effacée de l'histoire familiale comme si j'étais un dérangement. Ils n'étaient pas blessés, ils étaient pris en flagrant délit. Pourtant, je me suis senti malade, non pas parce que je regrettais quoi que ce soit, mais parce que cela confirmait quelque chose que je refusais de voir depuis longtemps, je n'étais pas leur fils, j'étais leur investissement. Et maintenant que les retours s'étaient taris, j'étais en train de me faire liquider. J'ai envoyé un message de groupe à mes amis, expliquant calmement ce qui s'était passé. Je n'ai pas râlé, je n'ai pas dénigré qui que ce soit, j'ai juste exposé les faits point par point, les années de manipulation, l'argent, la culpabilité, les photos, la lettre, et comment j'avais finalement choisi la paix plutôt que l'obligation. Leurs réponses ont été unanimes. Ben m'a dit, mec, je n'ai même pas de mots. Je suis fier de toi, tu mérites mieux que ce cirque. Léla m'a écrit, je suis désolé que tu aies traversé ça. Merci de nous avoir fait confiance. Peu importe ce dont tu as besoin, je suis là pour toi. Marcus a ajouté, les familles sont censées t'aimer, pas te vider. Tu as pris la bonne décision. Sérieusement, ça aurait dû être la fin de l'histoire, mais ça ne l'a pas été. Parce que 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon patron. Je travaille à distance pour une entreprise technologique de taille moyenne, et j'ai toujours gardé ma vie professionnelle séparée de ma famille. Mais d'une manière ou d'une autre, ma mère avait trouvé un moyen d'entrer. Apparemment, elle avait appelé la réception de l'entreprise et demandé à parler aux ressources humaines. Elle a dit qu'elle était inquiète pour l'état mental de son fils et pensait qu'il devrait être au courant de certains comportements dangereux. Je répète, ma mère a essayé de saboter ma carrière parce que je ne payais plus pour son style de vie. Heureusement, mon patron est un gars posé. Il m'a informé de l'appel en privé, m'a dit qu'il avait senti qu'il se passait quelque chose de bizarre et que je devais probablement gérer ça personnellement. Il m'a même proposé des jours de congé si j'avais besoin de me vider l'esprit. J'ai refusé, j'avais besoin de la structure, de la normalité, de quelque chose à quoi me raccrocher pendant que mon sens de la famille s'effondrait comme une table en carton bon marché. Cette nuit-là, j'ai enfin bloqué le numéro de ma mère, de Carly, et même de mon père, bien qu'il ne m'ait pas contacté une seule fois depuis mon départ, à moins qu'on ne compte le fait qu'il ait aimé les publications de pitié de Carly sur Facebook. Je pensais que ça en finirait là. Je me suis trompé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre par courrier. Pas un email, pas un texto, une vraie lettre manuscrite, sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier, sans salutation, sans signature, juste 4 mots écrits en majuscules, tu nous dois tout. Et là, tout a changé. Je me suis assis à la table de cuisine de mon petit Airbnb, tenant cette lettre comme si elle allait exploser dans mes mains. Le papier tremblait un peu, non pas à cause du vent ou de quoi que ce soit, mais parce que mes doigts tremblaient. Ce n'était pas de la peur, pas exactement. C'était quelque chose de plus froid, de plus chirurgical, comme le sentiment juste avant d'appuyer sur une plaie qui a besoin de points de suture. J'ai fixé ces 4 mots pendant un long moment, tu nous dois tout. Tout. Pas merci pour tout ce que tu as fait, maintenant parlons, pas même un comment as-tu pu, juste ça, comme si j'étais un bien, comme s'il réclamait une dette. C'est à ce moment-là que j'ai compris, je ne me battais plus pour le respect, j'essayais juste d'échapper à un contrat que je n'avais jamais signé. Je me suis affaissé en arrière, laissant l'enveloppe tomber sur la table. Une étrange tranquillité m'a envahi, celle qu'on ressent quand on arrête d'espérer que les choses puissent revenir comme avant. La petite partie de moi, l'enfant qui croyait encore que ses parents l'aimaient inconditionnellement, a finalement abandonné. J'y suis resté là, un moment, à réfléchir différemment. Plus net, plus tranchant, comme un ingénieur qui analyse un circuit défectueux. Qu'est-ce que j'avais mal fait? Où le système avait-il échoué? Cette nuit-là, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout compiler. Pas pour la vengeance, pas encore, juste pour y voir plus clair. J'ai passé en revue mes relevés bancaires des 6 dernières années, chaque virement envoyé à Carly, chaque paiement à mes parents, les factures de services publics, chaque prêt jamais remboursé. Le total m'a fait me retourner l'estomac. Je savais que c'était beaucoup, mais là, c'était presque à 6 chiffres, loyer, carte de crédit, caution, acompte, réparation de voiture, frais de scolarité privée pour l'enfant de Carly, même les courses. Et aucun de ces paiements n'a jamais été accompagné d'un simple merci, juste des attentes. J'ai ajouté des captures d'écran de textos, ceux où ma mère disait des choses comme « Tu ne nous laisserais pas galérer, si » ou « Tu ne veux pas que Carly et le bébé se fassent expulser, si » Ceux où je répondais oui, même quand je vivais de nouilles instantanées et que je tirais le diable par la queue. Puis, j'ai trouvé quelque chose que j'avais totalement oublié.
C'était un enregistrement audio, enregistré automatiquement sur mon téléphone, datant de 3 mois, lors de ma visite pour l'anniversaire de mon père, quand j'avais appuyé par accident sur le bouton d'enregistrement. Je me souvenais de la visite, elle avait été tendue, mais je l'avais mise sur le compte de la dysfonction générale. Mais ce que j'ai entendu dans cet enregistrement, c'était autre chose. Ça a commencé avec ma mère murmurant à Carly dans la cuisine, pendant que j'étais supposé être dehors, il faut qu'on le garde près de nous, d'accord? Ne le fâche pas avant que l'hypothèque soit réglée. Une fois le refinancement passé, il pourra faire ce qu'il veut. Carly, il commence déjà à s'éloigner. Il m'a demandé les reçus pour l'histoire de la voiture, maman. Alors, fais en défaut, tu sais comment faire ça. Il est trop occupé pour vérifier. Il ne partira pas, il est trop mou, il l'a toujours été. C'était comme écouter des étrangers, comme une famille que je n'avais jamais imaginée que dans des cauchemars. Aucun d'eux ne semblait même un peu en conflit. Il planifiait, il manigançait, comme si j'étais un contrat d'affaires ou un chéquier avec des bras. J'ai appuyé sur stop, c'était le dernier clou dans le cercueil. La lettre, les appels, le silence, la mélodrame sur Facebook, tout ça n'était que des symptômes. Cet enregistrement, c'était la maladie. Mais je n'ai pas agi tout de suite. Pas encore. Je voulais le croire. Chaque fibre de mon être voulait leur envoyer une copie avec félicitations, vous vous êtes piégé écrit en grosses lettres. Mais ce ne serait pas une autre explosion émotionnelle. Il l'aurait vu venir, non. Si je voulais en finir, vraiment en finir, je devais être patient, stratégique, comme il l'avait été. Alors, j'ai attendu. Je n'ai pas répondu à la lettre. Je n'ai rien posté. Je n'ai même pas parlé de tout ça à mes amis, à part une phrase vague disant que les choses étaient toujours bizarres. Je voulais qu'ils pensent que j'étais blessé, peut-être même que je regrettais ma décision. C'est là que les gens comme ma famille deviennent audacieux, quand ils pensent que tu es à nouveau vulnérable. Et j'avais raison. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de ma mère, sans objet, juste une phrase, tu peux encore réparer ça si tu arrêtes d'être dramatique. En pièce jointe, il y avait une lettre scannée, un document d'avocat, le sien. Apparemment, ils exploraient des options légales concernant des obligations familiales non remplies et, si je refusais de soutenir Carly dans son affaire de garde d'enfants, ils seraient contraints de considérer des conséquences. J'ai regardé ça, sans réaction. Ils menaçaient de me poursuivre en justice pour ne pas soutenir ma sœur adulte à la cour. Je ne savais même pas comment réagir face à ça. Pourquoi allaient-ils me poursuivre? Pour ne pas payer ses frais d'avocat? Pour ne pas lui tenir la main pendant son combat de garde avec un gars avec qui elle avait eu une relation de 3 semaines? Au début, j'ai presque ri. L'absurdité était écrasante. Mais plus je laissais cette menace m'envahir, plus elle me brûlait. Parce qu'au-delà de la fausseté de cette menace, au-delà du fait que ça ne verrait probablement jamais le tribunal, c'était le principe. Ils essayaient de me punir pour m'être éloigné, pour me donner une leçon. Et c'est là que j'ai réalisé que je pensais trop petit. S'ils voulaient une leçon, très bien. Je leur en donnerais une qu'ils n'oublieraient jamais. Pendant les 2 semaines suivantes, je suis resté silencieux. À l'extérieur, je jouais la carte du calme. Pas de post dramatique, pas de mets en colère, pas de réponse paniquée, juste du silence. Mais à l'intérieur, je me préparais. D'abord, je me suis armé. Pas parce que je pensais qu'ils avaient une véritable cause, parce qu'ils n'en avaient pas, mais parce que je voulais être protégé. J'ai trouvé un avocat, petit mais pointu, spécialisé dans le droit de la famille et les affaires de harcèlement. Après une réunion et un coup d'œil à la fausse menace légale, il a souri et a dit « ça ne tiendra pas debout, mais attaquons plus fort ». Ensuite, j'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais accumulées, les virements, les textos, les emails, même l'enregistrement. Je les ai organisées dans un fichier numérique bien ordonné, intitulé « Preuve d'exploitation familiale », qui faisait plus de 80 pages. Je l'ai donné à mon avocat, qui m'a aidé à rédiger une lettre de cessation et d'abstention, citant le harcèlement, la détresse émotionnelle et l'exploitation financière. Nous n'avons pas seulement exigé qu'ils arrêtent, mais nous avons clairement et formellement précisé que toute nouvelle tentative de me contacter, de me faire pression financièrement ou de me diffamer publiquement entraînerait une poursuite civile. Nous avions même calculé la valeur approximative de tout ce qu'ils avaient pris au fil des ans. C'était une somme à 6 chiffres. J'ai envoyé la lettre par recommandé, retour avec accusé de réception, une à chacun d'eux, maman, papa, Carly. Mais je ne me suis pas arrêté là. Souvenez-vous de l'appel de ma mère à mon lieu de travail? Cet appel avait franchi une ligne rouge majeure. Alors, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer une plainte formelle aux ressources humaines de son travail. Elle travaillait à temps partiel dans une clinique locale. Ce n'était pas malveillant, c'était factuel. J'ai expliqué la situation,
j'ai appuyé mes propos avec des preuves et j'ai mentionné comment ces fausses accusations auprès de mon employeur avaient causé un stress professionnel inutile. Je ne leur ai pas demandé de la licencier, je voulais juste qu'il soit conscient de son comportement. Mais je savais comment fonctionnaient les petites villes, les rumeurs allaient se répandre. Puis est venue la dernière étape, un par un, j'ai contacté la famille élargie, ceux que j'avais toujours tenus à distance parce que je ne voulais pas étaler mon linge sale. La sœur de ma mère, le cousin de mon père, même la meilleure amie de ma grand-mère décédée, qui m'envoyait toujours des cartes manuscrites. Je ne leur ai pas envoyé de manifeste ni un récit dramatique, juste un message simple, et, juste pour que vous sachiez, il y a eu pas mal de drames du côté de maman et Carly. Je prends du recul par rapport à la famille pour ma santé mentale. Si vous entendez des trucs fous, n'hésitez pas à me contacter directement. Certains m'ont ignoré, mais quelques-uns ont répondu. Et une fois que j'ai partagé un peu plus, ils ont été sidérés. L'un d'eux a même dit, ça explique pourquoi ta mère raconte toute cette histoire sur toi, disant que tu es ingrat. Je pensais que ça sonnait faux. Exactement. Les conséquences ont été lentes, mais satisfaisantes. Carly a essayé de susciter de la sympathie en ligne, publiant davantage de citations cryptiques et des attaques passives-agressives. Mais sans que je finance son loyer ni ses frais juridiques, son affaire de garde a commencé à s'effondrer. Son ex a demandé la garde complète, et il a gagné. Je n'étais pas heureux de ça, surtout pour son enfant, mais je ne me sentais pas coupable non plus. J'avais essayé d'aider pendant des années, et elle m'avait utilisé. Mon père ne m'a pas contacté, pas une seule fois. Peut-être qu'il avait honte, peut-être qu'il s'en moquait. Quoi qu'il en soit, le silence me convenait parfaitement. Ma mère, en revanche, n'a pas abandonné aussi facilement. Après avoir reçu la lettre de cessation, elle est restée silencieuse quelques jours, puis elle a envoyé une lettre manuscrite, envoyée à mon ancienne adresse, ce qui, par chance, avait été redirigé. Elle faisait 5 pages, pleine de divagations, défensives, avec les mêmes tactiques de culpabilisation habituelles, nous sommes ta seule famille, tu as tout mal compris, nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai mise dans la déchiqueteuse. Depuis, je n'ai plus parlé avec eux. Cela fait environ 6 mois maintenant. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, mon propre chez moi, sans photo de famille sur les murs, juste de la paix. J'ai enfin réservé un voyage que j'avais repoussé pendant des années, la Grèce. Je me suis tenu sur une falaise à Santorin, surplombant la mer, en pensant à combien de ma vie j'avais passé à porter le poids des autres, et pour la première fois, je me suis senti léger. Pas parce que j'ai eu ma revanche, pas parce que j'ai gagné, mais parce que j'ai cessé de laisser des gens qui ne m'aimaient pas inconditionnellement définir ce que je leur devais. Ils m'avaient pris beaucoup de choses, du temps, de l'argent, des souvenirs. Mais la seule chose que j'ai refusé de leur laisser, c'était moi. Et ça, je pense que c'était la vraie victoire.